Alors je vais faire ici un unboxing d'appareil en panne. Donc c'est une alim, hein. C'est une alimentation, je vais ouvrir ça tout de suite. C'est une alimentation Corsair. Voilà, donc les unboxings c'est pas ce qui manque sur YouTube, mais d'appareil en panne, je suis pas sûr que ça se fasse très souvent. Donc comme on voit déjà, je suis déjà en train d'enlever des câbles. Donc c'est une alimentation modulaire. Voilà, donc c'est une Corsair. Non, j'ai juste abaissé là. Voilà. Donc c'est une Corsair, donc CX500M, hein, donc pour modulaire. Voilà, il y a des câbles ici là. C'est un petit peu là, un petit peu même beaucoup de ressemblance avec l'autre alim que j'ai filmé en dernier, donc l'Alimentec. Ici donc c'est une donc 500 watts. L'autre c'était une 550 pour la Antec. Ici 80 plus bronze. Pour la Antec c'était pareil, 80 plus bronze. Le prix est à peu de choses près la même chose. Elle est difficile à trouver maintenant, cette alim, elle commence à être un peu difficile à trouver, mais on la trouve entre 75 et 80 euros, ce qui est pareil, le même prix que pour la Antec. Voilà, elle est sortie en 2013. Oui, 2013. Et la Antec datait de 2010. Hein. Donc il y a 3 ans d'écart entre ces deux alimentations. Et là on voit qu'il y a vraiment peu de différence en fait. Pour ainsi dire, pas de toute façon plus d'évolution technologique au niveau des alimentations. La seule chose qu'ils font, c'est encore une fois toujours au niveau du 80 plus, hein, mettre toujours des nouveaux un rendement le plus efficace possible. Mais là on voit que pour entre deux alimes qui ont 3 ans d'écart, il y a vraiment pour ainsi dire aucune différence. Hein. Celle-ci est modulaire, l'autre n'est pas modulaire, mais encore une fois on trouvait pour la Antec la HTG 520 existait aussi en modèle modulaire. Hein. Donc c'est vraiment voilà, pour vous dire que si vous avez à choisir entre deux alimentations qui ont quelques années d'écart, encore une fois, voir si les caractéristiques sont les mêmes, mais si les caractéristiques sont les mêmes, à prix différent, autant prendre une alimentation qui est plus ancienne, quoi. Hein. Il y aura vraiment aucune différence au niveau des performances ni quoi que ce soit, comme je le montre ici, quoi. Donc cette alim là, elle est en panne évidemment. En soi-disant elle ne démarrerait pas, enfin du moins le ventilo tournerait une fois. Le ventilo ferait un tour ou un demi-tour et elle va pas plus loin d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, donc je vais la brancher, je vais essayer de tester les tensions. J'ai déjà vu deux, trois petites choses sur ce modèle là, enfin pas sur ce modèle là, mais enfin si sur ce modèle là, mais justement le modèle non modulaire. Il y a une personne qui a fait aussi une vidéo sur YouTube, un anglais ou un américain, qui a aussi un problème donc avec cette alim, mais on va voir si c'est la même chose que ce qu'il a lui. Et d'ailleurs il n'a pas vraiment fait de réparation, c'est plus une modification en fait du circuit en lui-même, ce que j'aime pas trop faire, et ce que je vais essayer de pas faire. Mais bon, on verra. On ne peut pas brancher les câbles là, tout compte fait. Je vais brancher le secteur. Ce sera toujours mieux. On va chanter déjà.
Donc là, d'après ce que j'ai compris par rapport à l'autre personne qui avait fait la vidéo, là, lui, en shuntant, il arrivait quand même à faire démarrer la lime correctement. Donc on va voir tout de suite si ça va démarrer ou pas. Voilà, donc là, a priori, moi, ça démarre. Ça démarre. Oui, ça démarre, donc je vais vérifier les tensions. Lui, le problème qu'il avait, c'est qu'au niveau, il avait toutes les tensions, le 12 volts, le 5 et le 3,3, mais il n'avait pas les tensions au niveau du power good signal. Donc il y a le fil gris. Ok, donc là j'ai le 3,3 volts. J'ai le 3,3 volts. J'ai le 12 volts. J'ai le 5 volts. Donc les tensions sont bonnes. Maintenant pour ce qui est du power good signal, donc qui doit être le câble gris qui est ici, 1, 2, 3. 5 volts. 5 volts. 12 volts. C'est bizarre parce que cette alim a l'air fonctionnelle. Ça serait pas la première fois. Bon là il semblerait que j'ai de nouveau parlé un peu vite. Voilà, je suis sur la broche grise au niveau du power good output signal. Du power good output pin plutôt. Et j'ai 0,12 volts. Voilà, donc encore une fois, toujours un problème au niveau de cette broche PGO. Voilà, et si on la prend là directement sur le circuit, pareil, 0,12 volts. Alors c'est donc cette broche ici là, et ça c'est le PGI, donc le Power Good Input Signal. Alors là bizarrement j'ai 0,190, mais en général quand je prenais la mesure j'avais plutôt 1,30 volts, même pour ainsi dire tout le temps 1,30 volts. Alors en réalité c'est exactement la même panne qu'à l'américain là dont je parlais dans la première partie de vidéo, qui a fait pareil une vidéo sur YouTube en expliquant la panne. Bon, pour une CX 500 lui, là j'ai une CX 500M, mais en réalité c'est exactement les mêmes alimentations. La seule différence c'est que celle-ci est modulaire, mais au niveau du circuit et puis de l'implémentation des composants c'est exactement la même chose quoi. Donc lui, comme dit, a exactement la même panne, c'est-à-dire qu'il avait le ventilo qui tournait, et puis au niveau de la tension de sortie aux alentours de 1,30, 1,31 volts. Mais bon, il n'arrivait pas à brancher ne serait-ce qu'un disque dur ou une carte mère ou un ventilo. Dès lors qu'il branchait ça, le ventilo tournait, le ventilo de la lime tournait une fois, et puis il n'y a rien qui démarrait quoi. Et donc je me suis basé sur sa vidéo pour faire celle-ci en fait. Je précise qu'au moment où je parle, la panne est déjà trouvée, donc je vais simplement remontrer le problème de A à Z. Et puis voilà. Alors en fait ce qui se passe, c'est que donc comme dit on a 1,30 volts au niveau du PGI, et tout le problème vient de là.
Parce qu'en réalité, lorsqu'il a fait lui, il a regardé sur le datasheet du composant en question là, qui est un PS229. Et on voit que les tensions d'entrée qu'on doit avoir sur le PGI, normalement le minimum est aux alentours d'1,18, 1,20 je crois. Je montrerai tout à l'heure le datasheet moi aussi. 1,18, 1,20. La tension typique est à 1,30, 1,35 je crois, quelque chose comme ça. Et la tension max est à 1,42. Alors voilà, là je précise que j'ai pas branché le ventilo, mais même si on branche le ventilo, on a 0,123 volts, 0,123 volts quoi, au niveau de la broche PGO. Et donc à partir de là, il en a déduit qu'il y avait un problème au niveau de la tension, la tension sur le PGI. Comme moi je l'avais montré dans la dernière vidéo, j'avais à peu près 1,45 volts sur une Alimentec. Sur une Seasonic plutôt, la lime Seasonic. J'avais 1,45 volts sur la même broche, et pareil avec simplement un ventilo qui tournait, le ventilo de la lime, et puis c'est tout, hein. Rien de branché, aucune charge. Et là, donc comme dit, on a 1,30 volts, et alors lui, on a déduit que c'était légèrement trop bas, et que la tension de seuil, donc le threshold, serait légèrement au-dessus, aux alentours d'1,35, 1,40. Alors ce qu'il a fait, lui, il a été rajouter une résistance en parallèle à une autre résistance. Donc à ce niveau-là, en fait, il a été rajouté une résistance en parallèle pour avoir au total un 10K5, en sachant que là c'est une 22 kΩ. Pareil, après je la sortirai du circuit, je la montrerai. C'est une 22 kΩ, et donc en rajoutant une résistance en parallèle, donc après on fait un simple calcul, donc 1 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2, et on arrive à la résistance qu'on doit mettre quoi, hein, en parallèle quoi. Et donc au final ça devait donner 10K5, et évidemment la deuxième solution ça consiste à remplacer cette résistance là par une résistance de 10K5. Il avait aussi remarqué ou pu constater que un condensateur par ici, donc c'est celui-ci là, le deuxième là à côté de la résistance. Donc comme on voit, hein, moi j'ai déjà soudé, dessoudé, justement en fait j'ai dessoudé ce condensateur là, parce que lui disait que le sien était HS, et que c'était la panne sur son alim. Alors bon, moi je suis pas spécialement convaincu, enfin du moins pas dans mon cas, parce que le fait d'avoir changé ce condensateur là, enfin de l'avoir enlevé, ça n'a absolument rien changé, hein. Donc du coup, comme on voit, j'ai remis je l'ai remis, j'ai remis le même parce qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Par contre, donc ensuite, moi j'ai pas voulu directement remplacer la résistance que je vais montrer là, qui est ici, hein, la résistance là, je l'ai pas remplacée directement. J'ai préféré en fait remplacer le PS229. Donc pourquoi? Parce que je me suis dit en fait, plutôt que de faire une modification entre guillemets, je préférerais essayer de comprendre pourquoi cette tension là en fait ne suffit pas, le 1,30 volts ne suffit pas, alors que dans le datasheet ça suffit. Alors je me suis dit que peut-être au niveau de ce composant là, donc le circuit intégré PS229, il y aurait eu peut-être une résistance interne qui se serait fait au fil du temps, au niveau en interne, hein, je parle, hein. Et à partir de là, bon, peut-être que la tension de seuil aurait été légèrement élevée, enfin, ce genre de choses. Du coup, j'ai remplacé le composant, et d'ailleurs, le composant qu'on a ici, c'est le composant remplacé, c'est un composant neuf. Le résultat est exactement le même, je me retrouve avec exactement les mêmes tensions. Donc on peut en déduire que ça venait pas de là, ça vient vraiment pas de là. J'ai dû me résoudre à suivre son exemple et sa technique. La résistance en question, elle est là. Et en réalité, ce qui se passe, si on suit le circuit, donc à partir de la broche là, donc la broche numéro 1, donc le PGI, on se rend compte qu'on arrive en fait à ce niveau-là, justement à cette résistance-là, et plus particulièrement à cet ensemble de composants-là. Donc là, le condensateur qui est là, enfin plutôt le condensateur qui est ici, la résistance qui est là, et puis la résistance qui est ici. Et tout ça, ça forme un circuit qui donne la tension PGI en fait. La tension PGI vient de là. Alors là, c'est pareil. Bon, si on prend la tension là, moi je vais avoir 2,2 voilà, j'ai 2,2 volts. Et en réalité, on a plutôt 12 volts là. Alors là, je sais pas pourquoi il me fait ça. Je sais pas pourquoi il me met 2,12 volts, je sais pas.
Mais normalement, si vous faites la mesure, vous aurez aux alentours de 12 volts à ce niveau-là. Et en fait, là, on voit qu'on a 0,190, 0,189, et donc là, je suis sur l'autre partie de la résistance, et là, on a ici 0,189, 0,190. Donc on voit qu'en fait la tension qu'on a sur le PGI est créée à partir de la chute de tension qu'on trouve sur la résistance là. Donc c'est cette résistance là qui crée la chute de tension nécessaire à avoir la tension sur le PGI. Donc ben à partir de là, ça devient relativement simple de comprendre qu'il y a un problème à ce niveau-là. Enfin simple oui et non, étant donné que cette résistance là, comme dit, c'est une 22K d'origine. La résistance là, elle a très peu de bougé de valeur, elle est à 22K07. Donc c'est clairement pas ça qui fait qu'on se retrouve avec la tension abaissée au niveau du PGI, mais de façon assez bizarre, assez étrange, le fait de remplacer cette résistance là résout le problème. Moi dans mon cas, j'ai pas mis une 10K5 parce que j'ai encore le condensateur là. Donc du coup, on n'a pas besoin de baisser la valeur de la résistance autant que ça. Alors pourquoi pourquoi on cherche à mettre une résistance de valeur moindre? Bah, c'est très simple, hein, vu on va baisser la résistance là, on va avoir ici un courant plus important qui va débouler sur le PGI, et donc une chute de tension plus importante à ce niveau-là. On va se retrouver avec 1, après c'est en fonction de la résistance qu'on va mettre, mais on va avoir quelque chose qui va être supérieur dans tous les cas à 1,30 volts, hein, à partir du moment où on met une résistance de valeur plus faible, quoi. Alors moi j'ai fait quelques tests, j'ai fait quelques essais, quelques tentatives, et dans mon cas, je me suis rendu compte que simplement en mettant une résistance de 15 kΩ, bah, je me retrouvais avec quelque chose de correct. Donc ça je le montrerai en deuxième partie là, parce que je vais devoir du coup dessouder, etc. Avec 15 kg à peu près, je me retrouve avec une tension là sur le PGI qui est correcte. Comme là je le remonte, là on est toujours à ce niveau-là. Voilà, on a toujours notre 0,124 en sortie là, sur la broche PGO. Et encore une fois, comme je dis, il ne faut pas tenir de la broche PGI qui est là, qui est à 0,190. Si vous avez votre alim Corsair en panne, une CX500 ou CX500M, CX600, CX600M ou CX430, sachant que c'est le même design et ces trois alims là ont exactement la même panne. Donc il y a de grandes chances que si vous avez un de ces trois modèles là, vous vous retrouviez un jour ou l'autre avec ce genre de panne, et vous trouverez normalement sur la broche du PGI 1,30 volts. Voilà. Et voilà, donc là je vais couper, je montrerai le reste, je vais dessouder ça et puis je vais montrer la suite, quoi. Voilà, donc comme on voit là, j'ai 21,53K. Au niveau de la résistance, je vais la dessouder. Donc concernant cette alim, j'ai essayé de contacter un Corsair. Évidemment pas en France parce qu'il n'y a rien en France, hein. Ils n'ont pas de bureau, j'ai l'impression, rien du tout. Enfin, on est obligé d'appeler directement, enfin, d'envoyer un mail aux États-Unis, il y a toute une procédure. Et en réalité, donc on ouvre un billet, en fait ils appellent ça ouvrir un billet. Et c'est en quelque sorte un sujet, et puis on a une personne qui nous répond. Et donc j'ai exposé le problème de cette alimentation. La personne m'a dit qu'il y avait des composants qui étaient probablement hors service. Bon, j'ai pas besoin d'elle pour le remarquer. Et puis elle a fini par me dire qu'il fallait en fait remplacer directement l'alimentation, voilà, que eux ne pouvaient rien faire, ce qui n'est pas tellement étonnant étant donné que ça, évidemment, c'est pas Corsair, mais simplement son étiquette dessus, hein. C'est évidemment pas Corsair qui fabrique cette alimentation là. C'est très probablement fabriqué en Chine, et puis ils rebadgent ça en Corsair, quoi.
Donc c'est pas étonnant qu'il soit complètement incompétent pour me répondre, mais j'aurais quand même pensé qu'il y avait des techniciens. D'ailleurs, j'ai quand même demandé à avoir à parler avec un technicien, et là la personne m'a dit que justement je parlais déjà avec une soi-disant technicienne, quoi. Bon, voilà. En première partie de vidéo, je disais que c'était normalement une bonne alimentation, alors je vais réviser mon jugement. En réalité, c'est pas sérieux, dans le sens où ce composant-là, le PS229, c'est un composant en quelque sorte, c'est un senseur. En fait, il est censé détecter les problèmes sur l'alimentation, et voilà, et prévenir. Par exemple, si on a la capa du primaire qui est HS qui se met à exploser ou je ne sais trop quoi, il est censé couper l'alimentation pour ne pas qu'il y ait de dégâts supplémentaires au niveau de l'alimentation et au niveau surtout des composants informatiques, donc le disque dur, la carte mère, la carte graphique, voilà, je ne sais trop quoi d'autre. En réalité, ce système de sécurité, entre guillemets, donc le PS229 et tout ce qui va autour, est censé justement être solide, être très solide. Et en réalité, là, il est tombé en panne lui-même, en fait, hein. Donc, si on avait eu là une Alim d'il y a 10 ans, un truc pourri sans ce type de composant de sécurité, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, là, on n'avait pas ce composant-là, le PS229, il n'y avait pas, ou même son équivalent à PS223 ou 224, il n'y avait pas ça. C'était des simples Alim basiques, à l'époque où il n'y avait pas encore de 80+. Enfin, je dis 10 ans, c'est peut-être un petit peu plus maintenant. On n'aurait pas eu cette panne, hein. On n'aurait clairement pas eu ce problème. On aurait une Alim qui aujourd'hui fonctionnerait encore. Alors certes, on n'aurait peut-être pas eu de sécurité au cas où il y aurait un problème majeur dans l'alimentation, mais en réalité, là, le problème majeur, il est créé par la sécurité. Donc c'est vraiment pas sérieux du tout. C'est une Alim qu'on peut trouver en occasion dans les 50 balles, à peu près 50 euros. À ce prix-là, vous pouvez trouver d'autres marques, hein. Donc je conseille pas d'acheter une CX, hein, ne serait-ce que toutes les séries CX, en fait, tous les modèles de la série CX, ils ont tous ce genre de problème, donc à éviter. Voilà, la résistance, là, je l'ai sortie. Vous m'excuserez, c'est le téléphone qui est tombé. Il est en équilibre sur un carton. Voilà, et donc là... Voilà, on est à 22K. « 22K06. Voilà, donc comme je disais, la résistance n'a pas beaucoup dévié. Et donc là, je vais remplacer ça par une... Moi, j'avais parlé d'une 15, en fait, c'est une CSK, hein. Bon, voilà. Après ça dépend de votre... ça dépend, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend du circuit, ça dépend peut-être même du modèle de la lime, je sais pas. Il faut voir en fonction de comment la lime s'est comportée au fur et à mesure du temps. Voilà, toujours est-il que dans mon cas, CSK ça va très bien. Alors il n'y a pas vraiment de limite, donc éviter d'aller mettre un 25 volts sur le PGI quand même. Enfin, de toute façon, vous aurez du mal, ou alors il faudra mettre une résistance de très faible valeur. Mais quoi qu'il en soit, le composant, le PGI peut supporter en fait jusqu'à 0 à 12 volts, donc il y a vraiment une certaine marge. Mais de toute façon, en général, sur cette broche-là, vous allez avoir quelque chose de l'ordre d'un... Comme j'ai dit, hein, moi je conseille de mettre aux alentours d'1,45, 1,50 volts. Donc après, à vous de calculer avec la valeur de résistance pour avoir quelque chose de l'ordre d'1,25, 1,45, 1,50 volts à peu près. Suffisamment pour que ça démarre, et puis après il faut s'instaurer une petite marge quand même. Tant qu'à faire. Voilà. Bon bah là je vais retester ça. Ça sert à rien, mais bon, je le fais quand même. Voilà. Voilà, 15K92, ok.
Donc je vais remonter ça. J'espère que ça va fonctionner, sinon j'aurais l'air un peu bête, mais ça devrait marcher normalement. Normalement, en théorie. Sur la table. Même un disque dur là, qui traîne. Alors j'ai vraiment pas trouvé d'autres moyens, d'autres méthodes que de remplacer cette résistance. Il y a peut-être après il faudrait voir c'est peut-être au niveau du primaire qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est encore la méthode la plus simple, quoi. La plus simple, la plus rapide, et qui reste relativement accessible. Ouais, ça m'a pris 10 secondes. Hein. Enfin, j'ai parlé un peu, mais ça en réalité, même pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, c'est quelques minutes, quelques dizaines de minutes dans le pire des cas. Pour changer cette résistance, quoi, et pour avoir de nouveau une alim qui fonctionne au moins pendant quelques temps. Je ne saurais pas dire, mais en réalité je pense que c'est relativement, ça tient relativement bien dans le temps, quoi. Cette bidouille. Je vais reprendre de nouveau le téléphone à la main. Je vais déjà remettre le jus. Hop là. Ok. J'ai pas branché la bonne prise de courant. Je pense que vous avez entendu le bruit du disque dur. Bon, j'aurais pas l'air bête. Pas cette fois-ci en tout cas. Donc là. Je dois recouper parce que là c'est pas du tout pratique. Je vais couper, je vous reprends tout de suite. Ah, j'ai trouvé un meilleur angle là. Faites pas attention au bruit, c'est le ventilo de la lime, hein, qui tourne, enfin le ventilo d'une autre lime. Mais comme du coup j'ai dû piquer celui d'origine pour le mettre sur la ligne de la Seasonic, j'en ai plus. Voilà, donc là je suis en fait à 1,72 volts et là je suis à 5 volts au niveau de la tension de sortie. Voilà, 1,72 et là on a le PGO à 5,06 volts et voilà, donc là comme je disais on a 12 volts. Voilà, 12 volts 50, on s'attend à avoir à peu près 12 volts à ce niveau là. Vous aurez probablement un peu moins, 11,5 avant
avant d'avoir changé la résistance, à peu près, ça dépend. Et là, voilà, 1,72. Juste à titre informatif, moi, quand j'avais fait le test, quand j'avais fait les différents tests avec différentes résistances, j'ai pu constater que la tension de seuil, pour avoir notre 5 volts en sortie, est aux alentours d'1,37 volts. Donc, vous voyez que ça se joue vraiment à rien. Comme dit, 1,30, la ligne ne démarre pas. Enfin, on a 0,12 en sortie, à 1,30 on a 0,12 en sortie, et à partir d'1,36, 1,37 on a de nouveau notre 5 volts en sortie. Et donc comme dit, mettez aux alentours d'1,45, 1,50, bon là j'ai une charge en plus, hein, donc j'ai le disque dur qui tourne. Mais sans disque dur, là je suis à peu près 1,57 volts. D'ailleurs je peux peut-être éventuellement, enfin il me semble que je suis... Voilà. Je vais simplement couper le disque dur et redémarrer la ligne. Là j'ai plus rien, est-ce que c'est parce que... Non, c'était le fil de masse qui faisait... la sonde de masse qui faisait un très mauvais contact. C'est jamais très pratique hein, quand on travaille sur des alimes comme ça, faut quand même faire un minimum attention quoi. Et donc là comme je dis, un 50, voilà 1,57 volts, voilà ce qu'on a au niveau du PGI. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Enfin non, c'est pas tout. Je vais montrer là au niveau du datasheet pour avoir un peu une explication un peu plus théorique, ou du moins montrer un peu les valeurs quoi. Voilà, donc je me trouve devant le datasheet du PS229. Alors, donc là on a la classique entrée en matière hein, qui vient nous dire que le PS229 sert en cas de surtension, de sous-tension, qu'il a une protection au niveau de la surconsommation de courant, ce genre de choses. Voilà, et donc là on arrive au niveau du descriptif des broches. Donc on a le PGI en broche 1, donc le Power Wood Input Signal. Donc sur cette broche on est censé avoir, comme je l'ai dit, entre 1,45 et 1,60 volts à peu près. Voilà, et dans le cas où il y a un problème, enfin où il y a ce problème que j'ai décrit dans la vidéo, on a aux alentours d'1,30 volts. Voilà, quand il y a un problème à 1,30 volts. Et alors moi, après avoir fait de multiples essais, j'ai pu constater, comme je l'ai dit encore une fois, que à partir d'1,36 volts, on va avoir la tension PGO qui va être à 5 volts, donc qui est la tension désirée, et qu'en dessous de 1,36 volts au niveau du PGI, on va avoir en sortie 0,12 volts quoi. Donc là la masse on a toujours 0 volts, le FPO faut pas trop s'y fier, faut pas trop s'y prêter attention. Voilà, moi il me semble que dans mon cas c'est à 0 volts, mais je suis plus sûr. Le PS-on ici va être à 0 volts, étant donné que pour démarrer la lime on va court-circuiter ce PS-on à la masse, donc on va forcément avoir 0 volts. Ensuite le reste, bon, IS12, 12 volts, on est censé avoir 12 volts quand la lime fonctionne. RI, ça il faut de nouveau pacifier ou ne pas vraiment y prêter trop d'attention. C'est une broche qui détecte au niveau du courant. Donc on aura typiquement 1,25 volts. Voilà. Vous ne devriez pas avoir de problème au niveau de cette broche là.
Là on a 12 volts, là on a 5 volts, 3,3, 12, 3,3, 5, le VCC, la tension d'alimentation, ici qui est de 12 volts. Et le PGO, comme je l'ai dit, qui est en temps normal et qui doit être de 5 volts pour une alimentation qui fonctionne. Et dans le cas où l'alimentation ne fonctionne pas, on a 0,12 volts. À savoir aussi que on a toujours 0,12 volts à partir du moment où il détecte un problème, on va avoir 0,12 volts. On va jamais avoir 3 volts ou 4 volts ou 2 volts et demi ou je ne sais trop combien. On va toujours avoir 0,12 volts à partir du moment où le PSD de 229 a détecté un problème. Voilà. Donc là, on vient nous dire justement que la tension d'alimentation peut varier de moins 0,5 à plus 16 volts. Que là, le PGI, comme je l'ai dit aussi, ouais, il varie de moins 0,5 à plus 16 volts. Donc on voit qu'on a une assez grande marge. Encore une fois, ça sert à rien d'aller appliquer 15 volts sur la broche là. Voilà, et le... Donc là, évidemment, le PSON de moins 0,5 jusque VCC à plus 0,5, hein, comme je l'ai dit, il est censé être court-circuité. Cette broche est censée être court-circuitée quand on shunt la ligne pour la faire démarrer sans la brancher à la carte mère. La tension d'alimentation, ça m'étonne, 5 volts, est-ce que ça serait pas... En tout cas, là, on a la protection au niveau d'une surtension. Donc le 3.3, il va à partir de 3,7 volts, il va déclencher il va se rendre compte qu'il y a une surtension. Pour le 5, 5,7, pour le 12, 13 volts. Là, c'est la protection au niveau d'une sous-tension. Et donc là, la broche que je parlais, donc la broche RI, qui est typiquement d'A25, hein, donc dans des conditions normales de fonctionnement. Et alors là, le PGI, ça c'est intéressant. On voit que le minimum ici est censé être à 1,16 volts. Dans mon cas, comme je l'ai dit, à 1,30 volts. Donc on est censé être largement dans la marge. Hein. On est censé être au niveau entre la tension typique et la tension maximum. Donc ça devrait poser aucun problème. Mais bon, dans notre cas, il semblerait que le circuit est vieilli et que la tension minimale ne se situe plus à 1,16 mais à 1,36. Voilà. Après, pour le reste, voilà, on nous dit que le PGO est à 5 volts. Voilà, il n'y a plus grand chose de très intéressant. Ici, on a une application typique, donc c'est pas le schéma de l'alimentation. Enfin, c'est pas la ligne Corsair, hein, donc c'est une application typique, hein, mais généralisée, quoi. Cette résistance là, c'est la résistance que j'ai été remplacée. Donc comme j'ai dit, on peut venir mettre ici une résistance en parallèle pour avoir ici sur notre broche toujours une tension d'1,45, 1,50 volts, ou bien la remplacer. À savoir que ici sur ce schéma, enfin sur l'alimentation, en réalité normalement il y a un condensateur entre, je sais plus si c'est PGI et GND, que j'ai précisé que l'américain a essayé de retirer. Dans mon cas, bon, elle était bonne. Enfin, le condensateur était bon, j'ai pas eu à le retirer. Et puis, donc lui, il avait essayé de rajouter, il me semble, justement, un condensateur aussi, justement aussi, entre le PGI et le GND. Je sais plus exactement, il faudrait regarder de nouveau la vidéo. Et en fait, il pensait retarder le délai d'arrivée de la tension au niveau du PGI, parce qu'il pensait qu'il y avait des pics de tension que la résistance n'était pas capable de supporter, et donc du coup la tension qui arrivait ici était pas assez était inférieure à ce qu'elle devait être, et donc que du coup le fait de retarder avec un condensateur ici entre la masse et puis le PGI, ça retarderait cette arrivée de tension au niveau du PGI, et donc il arriverait à avoir comme ça la tension, sauf qu'en réalité, bon, son alim ne démarrait plus du tout, quoi. Donc à ne pas rajouter de PGI à ne pas rajouter de composants entre ces deux broches, ça ne sert à rien. Voilà, là c'est à peu près tout. Oui, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire.
Voilà, bah, il y a plus grand chose, voilà, après le reste, bon, c'est des choses qui ne nous intéressent pas vraiment. Bon, bah, c'est tout, mais écoutez, si vous avez la moindre question à propos de la réparation de cet alim, ou d'une autre alim, j'essaierai de vous répondre comme d'habitude. Voilà, allez, à la prochaine.